Cela m'a empêché d'être présent à Ouagadougou aujourd'hui pour participer à cette rencontre tellement importante pour moi. Mais je salue mes autres frères qui nous ont honorablement représentés aujourd'hui, dont Franklin Yamsé. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet pour vous expliquer on a deux grands sujets aujourd'hui, deux sujets très importants. Le premier, ça c'est la victoire éclatante et écrasante des FDS du Burkina Faso et des volontaires pour la patrie sur le terrorisme. Les hordes terroristes que moi j'appelle les chiens de guerre de l'impérialisme français. Parce que quand tu ne t'entends pas avec la France, elle t'envoie ces chiens, qui sont ces terroristes, pour te mordre et t'obliger à te soumettre aux desiderata de la junte macroniste. On a vu le timing de ces différentes attaques contre les positions des FDS du Burkina. Ce timing est très important à analyser. Et le silence assourdissant des tambours de guerre de l'impérialisme français, qui sont ces médias du réseau France Média Monde et ces garçons de course, à la fois internationaux et locaux. Leur silence pourrait traduire quoi? C'est ce que nous essayons de comprendre ensemble pour voir quelle est l'intention de ces médias et quelle est la vocation de ces médias. Est-ce qu'il s'agit d'informer? Est-ce qu'il s'agit d'abrutir? Est-ce qu'il s'agit d'éduquer? Ou bien est-ce qu'il s'agit de déstabiliser les États, de susciter des conflits communautaires, les attiser afin de briser le tissu social de notre pays? On verra ça. Et on verra la décision historique prise par le très haut camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la décision historique et courageuse de rompre toute relation diplomatique avec la France, pour des raisons qui sont bien connues. Et nous allons voir ici que tout ce que le capitaine est en train d'appliquer se trouve éloquemment exprimé déjà dans le manifeste. Comme pour dire que ce manifeste n'a pas été rédigé uniquement pour une beauté littéraire, mais pour être appliqué puisque conforme aux aspirations légitimes du peuple du Burkina Faso, qui est conscient désormais des enjeux, qui connaît ses intérêts, qui connaît la valeur de la souveraineté pour un État, qui a une vision claire de ce qu'il veut pour son pays, pour son continent et pour les générations futures. Nous allons voir les bien fondés, les raisons de cette décision à la lumière du manifeste de la révolution progressiste et populaire engagée au Burkina Faso. Alors, nous allons maintenant aborder notre question. L'armée du Burkina a fait face, il y a juste 3 jours, à des offensives coordonnées sur 3 positions des FDS et des volontaires pour la patrie. Ces attaques ont mobilisé plus de 1000 combattants terroristes. S'il faut considérer les 3 positions attaquées, il faut donc estimer le nombre de terroristes mobilisés à 2000 avec des armes que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces attaques? De fondamental. D'abord, le timing. C'est l'Union européenne qui fait une déclaration fracassante contre le Burkina Faso, dépourvue de tout fondement, disant que la moitié du territoire du Burkina Faso échappe au contrôle de l'État burkinabé. Et que l'espace civique au Burkina est rétréci par une politique autoritaire
patati patata. Le Burkina Faso, attaché à sa souveraineté, a vigoureusement réagi à cette déclaration mensongère. Mais j'aimerais attirer l'attention des États du Sahel sur cette réalité. Ce que l'hétérodéputé a dit, certains disent hérodéputé, mais moi je préfère l'hétérodéputé parce que c'est comme le dit le nouveau Premier ministre du Mali, le général de division Ablaye Maïga, les terroristes, il y a désormais un co-terrorisme, le co-terrorisme au Sahel. Vous avez, en termes juridiques, on parle des infractions, de coaction dans l'infraction. Les co-auteurs d'une infraction. Donc, l'infraction, il y a des infractions qui constituent une coaction. Le terrorisme au Sahel aussi est une coaction, un co-terrorisme entre les États, les médias, certains médias occidentaux, les hommes armés qui agissent sur le terrain et les réseaux diplomatiques, les organisations sous-régionales et internationales que vous connaissez. Donc c'est une coaction, cette affaire de terrorisme-là. L'hétérodéputé, qui est français, la déclaration qu'il a faite, c'est exactement le même narratif, la même logique discursive qui est enseignée dans les universités, qui est écrite dans les livres, à tel point que les observateurs extérieurs du Sahel ne connaissent absolument rien des dynamiques locales de ces conflits. Ils pensent à travers ces discours, ils agissent en fonction de ces discours, ils nous jugent et nous condamnent en fonction de ces discours dépourvus de toute logique et de tout fondement réel. Mais il faudra d'ores et déjà que nous puissions intégrer que c'est ce qui est largement véhiculé sur le Sahel, savamment et sciemment véhiculé sur le conflit au Sahel. Pour ceux qui ont la chance de participer aux conférences internationales, c'est pas rare de trouver les autres nationalités réfléchir exactement comme ces hétérodéputés que vous avez entendu à la tribune du Parlement de l'Union européenne. Donc rien de surprenant déjà pour ceux qui participent au Forum international. On n'avait pas fini de condamner cette déclaration mensongère que le capitaine a offert un cadeau au peuple du Sahel en rompant les relations diplomatiques avec la France. Ça, c'est historique, ça. Ça, c'est assez courageux. Et du jour au lendemain, des terroristes passent à l'action. Comme si la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso a tellement énervé les terroristes qu'ils ont décidé d'attaquer la position de l'armée du Burkina Faso et des VDP. Il ne faut pas du tout être aussi naïf pour ne pas voir le lien entre la décision d'une rupture des relations diplomatiques avec la France et ces attaques terroristes. L'objectif de ces attaques, par analyse inférée, pourrait être quoi? Saboter la légitimité de cette décision. Vous dites que vous êtes souverain, vous avez rompu les relations diplomatiques avec la France et le lendemain, regardez comment les terroristes détruisent les camps militaires, comment les terroristes détruisent 3 positions de l'armée du Burkina et des VDP. Et donc on aurait conclu un État failli, un État qui n'a pas d'armée, qui va jusqu'à prendre une décision de rupture des relations diplomatiques avec la France. Vous voyez que le problème n'est pas la France, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela, c'est plutôt cela, parce qu'on va multiplier les discours et surtout avec la contribution des discours médiatiques préfabriqués
par RFI, France 24, Jeune Afrique, pour envenimer la situation. Et donc, ces terroristes sont qui désormais? Le Burkina rompt ses relations diplomatiques avec la France et la vengeance vient des terroristes. Ce sont les terroristes qui prennent des armes tellement qu'ils sont fâchés. Ce sont eux qui viennent venger la France. Pourquoi vous avez pris cette décision contre la France? On va vous combattre. Regardez des terroristes qui ont pris des armes. Quel était le discours qui était vendu? On est contre l'Occident. On est contre l'Occident et ses alliés, c'est-à-dire les alliés de l'Occident, les anciens régimes qui coopéraient avec la France. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a des régimes au Sahel qui ont chassé la France, qui ont chassé l'Occident, en un mot. Je pense que si ces terroristes étaient réellement contre l'Occident, ils devraient être de quel côté? Ils devraient être normalement du côté des régimes pour continuer le combat contre l'Occident. Mais ils préfèrent attaquer les régimes qui ont chassé la présence occidentale, mais les intérêts de l'Occident qui sont encore dans les Sahel, jusqu'à présent, ils n'ont pas osé toucher à ces intérêts. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Est-ce qu'il faut conclure que ceci pourrait expliquer cela? Chacun de nous est doté du bon sens pour analyser, pour réfléchir et se donner la meilleure réponse. Et donc, le Burkina rompt ses relations diplomatiques avec la France. La riposte vient des terroristes. C'est pour cette raison que j'ai aimé l'appellation que le général Tchani donne aux terroristes, c'est-à-dire les auxiliaires du néocolonialisme. Je suis d'accord avec cette appellation. Mais moi, je préfère une appellation beaucoup plus expressive. Ça, ces terroristes, moi, je préfère les appeler les chiens de guerre de l'impérialisme français. C'est-à-dire, quand tu ne t'entends pas avec la France, tu ne fais pas bon ménage avec la France, on lâche la laisse à ces chiens et qui viennent te mordre et mordre les membres de la famille pour t'obliger à revenir dans les rangs de la France. Et c'est exactement à cela que nous avons assisté. Et ça a été une déception et un échec de plus pour eux. Et je dis ici bravo au VDP, bravo au FDS du Burkina Faso. Après leur échec lors du 25 avril au Mali, ils se sont attaqués à l'aéroport de Niamey qui s'est soldé également par un échec stratégique extrêmement lourd. Et maintenant, ils venaient attaquer le Burkina Faso. Plus de 400 terroristes envoyés en enfer. Plus de 400. 260 motos récupérées intactes. Sans compter les autres motos qui ont été calcinées par les frappes et les bombardements. Alors, après cet exploit militaire, on voit que les médias français qui sont prompts à condamner les États, à dénigrer les armées, à montrer avec fierté les actions posées par les terroristes. Vous avez vu même RFI a même écrit sur un petit incident à Tombouctou qu'un terroriste a tiré une balle dans l'air. La balle n'a atteint personne à Tombouctou. Et ça, c'est une information pour RFI. Ils écrivent tout un article là-dessus et ils publient. Un soldat malien a tiré une balle en l'air à Tombouctou, mais la balle n'a atteint personne. Ça, c'est une information digne d'être publiée par RFI. Mais, plus de 400 terroristes envoyés en enfer par l'armée du Burkina suite à des attaques coordonnées contre 3 positions des FDS et des VDP au Burkina Faso. Silence total, omerta absolue sur ça jusqu'à présent. Pour quelle raison? Posez-vous cette question. Imaginons que ce fut le contraire, que ce fut plutôt les terroristes
qui avaient attaqué les positions de l'armée du Burkina et qu'ils avaient réussi à tuer ne serait-ce que 10 soldats ou VDP. On aurait vu des éditions spéciales. Les terreau-chroniqueurs, Wassim Nasr allait être invité pour un plateau spécial. On aurait vu pendant plus d'une semaine cette actualité à la une des RFI, de France 24, de Jeune Afrique, diffusée en boucle, cette information avec les narratifs que vous connaissez pour discréditer les choix sécuritaires, les choix des partenaires opérés par le régime au Sahel, insister sur les conséquences de l'expulsion de l'Occident de notre espace. Mais, comme c'est le contraire, et cette fois-ci, ce sont nos armées qui ont infligé une lourde défaite aux chiens de guerre de l'impérialisme français, que certains appellent maladroitement les terroristes. Ces médias sont toujours silencieux sur ces événements. Alors, pour ceux qui sont au Sahel, je parle à certains de mes confrères journalistes, qui appellent à la neutralité journalistique, à la pureté académique du journalisme, qui appellent à l'impartialité. Comment vous qualifiez ces choix éditoriaux de ces médias français qui sont vos références en matière de journalisme, en matière d'intégrité journalistique, en matière de neutralité, d'impartialité journalistique? Comment vous-même, vous vous sentez honnêtement? Comment vous voyez votre dignité? Comment vous voyez votre niveau intellectuel face à ce que vous observez chez les médias français? Comment vous-même vous analysez leur silence face à cela? Pouvez-vous continuer à nous parler des principes journalistiques pour expliquer votre silence sur l'agression faite à vos pays, sous prétexte que un journaliste doit être neutre? La neutralité d'un journaliste face à l'agression faite à l'humanité, face à l'agression faite à sa patrie, est une trahison. Le terrorisme est une agression contre un pays et contre l'humanité tout entière. Un journaliste défend les valeurs universelles. Donc un journaliste qui se veut neutre face à de telles catastrophes n'est pas digne d'être appelé un journaliste, n'est même pas digne de la qualité de l'homme qu'il prétend avoir. Et donc, j'aimerais que nos confrères analysent davantage cette attitude des médias français face à nos victoires militaires. Vous voyez, ils n'en parlent pas. Mais quand ils vont décider d'en parler, ils vont soit parler des massacres contre des civils, violations massives des droits de l'homme, pour éviter de parler de la victoire, ou bien pour nuancer la victoire militaire. Ou bien ils vont dire, bon, ils ont réussi à faire ceci, cela, mais les terroristes aussi ont détruit les camps, ils ont tué tel nombre de militaires, etc. Je vous donne un exemple. Après la récente attaque contre l'aéroport de Niamey, le gouvernement a communiqué sur le gouvernement du Niger a communiqué sur le bilan, parlant de 11 soldats décédés et plus de 22 terroristes abattus, d'autres interpellés. Vous avez vu comment RFI a traité cette information? Ils ont dit ceci: le ministre de la Défense annonce la mort de 11 soldats et 2 civils. Mais, silence sur les 22 terroristes abattus et les autres interpellés vivants. Donc, ils préfèrent parler sur les pertes côté armée du Niger pour éviter de parler des pertes subies, enregistrées par les terroristes. Ce choix éditorial est appelé le cadrage, pour fixer l'attention sur les pertes enregistrées par les soldats du Niger au détriment des pertes enregistrées par les terroristes. C'est une façon de montrer que les terroristes sont venus, ils ont tué les soldats du Niger
Et voilà, comme si les terroristes avaient pris l'ascendant sur le Niger. Ce sont des choix médiatiques qui sont délibérément choisis pour produire un effet psychologique chez les lecteurs. Donc, vous voyez ces pratiques malhonnêtes, immorales, qui n'ont rien à voir avec la pureté académique du journalisme. Mais ce sont des informations fabriquées, des informations stratégiques, destinées à des fins politiques, géopolitiques. Malheureusement, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne comprennent pas ces enjeux. Ils préfèrent s'accrocher à des puretés académiques qui n'existent nulle part, s'ils sont d'ailleurs journalistes. Et donc, nous disons tout simplement bravo au FDS et au VDP de la patrie des hommes intègres, la patrie de Thomas Sankara, la patrie du capitaine Ibrahim Traoré et de ses compagnons, la patrie du peuple fier et brave burkinabé, que je salue ici, qui ont démontré que la révolution n'est pas du tout dans l'abstrait, c'est réel. Et que le Burkina Faso est prêt à répondre à toutes sortes de défis. Et je pense que les stratèges de ces organisations terroristes qui opèrent au Sahel sont en train de réfléchir à reproduire les scénarios macabres du 25 avril au Mali. Et sauf que cette fois-ci, nous les attendons de pied ferme. Je vois beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude auprès de certaines personnes. Mais je vous dis de rester calme parce que le terrorisme va toucher, tend vers sa fin. C'est l'éclat du terrorisme au Sahel qui est sonné comme ça. On les attend quand même. On les attend et un accueil très chaleureux leur sera réservé. Et ce qui est en cours sera une leçon qui sera enseignée dans toutes les écoles de guerre comme preuve de professionnalisme du Mali en matière de lutte contre le terrorisme. Démonstration sera faite, Inch'Allah. On les attend de pied ferme pour les réserver un accueil très chaleureux à Bamako, à Kati, à Sévaré. Inch'Allah. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce volet, mais je vais revenir maintenant à mon deuxième sujet. Ça, c'est la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Il faut comprendre les fondements de cette décision. Ça, c'est le manifeste de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso, c'est-à-dire la vision que le peuple du Burkina se donne. Comment le peuple burkinabé se définit. Qui est le peuple burkinabé? Ils viennent de quel héros? Ils se réclament de quelle figure de la résistance? De quelle figure de la lutte contre l'impérialisme? Quelle est la vision des Burkinabés? Quel est leur niveau d'attachement à leur dignité et à leur honneur? Comment et pourquoi ils entendent préserver cette dignité, cette bravoure d'antan qui a toujours caractérisé les Burkinabés? Quelle est la vision de ce peuple pour son armée? La vision dans le domaine de l'économie, de la diplomatie. Comment le peuple du Burkina définit ses relations avec le monde? Quelles sont les valeurs que le peuple du Burkina entend préserver? Et pour quelles raisons? C'est ce qui est consigné dans ce manifeste de la révolution progressiste et populaire du Burkina Faso. Vous voyez, le capitaine est très engagé, très intelligent, et son équipe. Moi, j'ai beaucoup aimé la production de ce manifeste. C'est le lieu pour moi de remercier mon ministre, l'excellent ministre de la Communication et de la Culture du Burkina Faso, M. Gilbert Ouedraogo. Je crois qu'autrement, je n'ose pas beaucoup parler parce que c'est mon ministre direct.
en tant que ministre de la Communication de l'AES. Sinon, c'est mon petit captif en tant que descendant de Samo. Donc lui, il est Mouaga, donc c'est mon petit captif, mais comme c'est mon ministre, mon autorité directe, si jamais j'ose parler comme ça, il risque de tourner de l'autre côté du couloir pour aller me tendre une embuscade efficace. J'espère que je ne lui donnerai pas cette occasion. Mais il m'a fait ce cadeau qui constitue pour moi un viatique. Comme Jacques Rabé Manajar, quand il était en prison, ce sont ses poèmes d'engagement pour Madagascar qui constituent son viatique. Et ce livre, Manifeste de la Révolution progressiste et populaire, constitue pour moi un viatique. Il y a des peuples qui ont donné des référentiels. Il y a des dirigeants qui ont donné des référentiels à leur peuple. Une identité à leur peuple, une vision, une référence se fondant sur leur capital religieux qu'ils ont transformé en capital politique et géopolitique pour défendre leurs intérêts dans le monde. Il y en a qui ont produit la Bible, il y en a qui ont produit l'Évangile comme référentiel pour construire leur identité, réaliser leur unité autour de certaines valeurs, se projeter dans le monde avec et conquérir le cœur et l'esprit des peuples qui sont utiles aujourd'hui pour leur développement politique et économique et pour leur rayonnement international. Vous voyez? Il y en a qui ont produit le Coran et ils se sont appuyés là-dessus pour construire une identité commune, réunir leur peuple autour des valeurs communes, se définir en fonction de ces valeurs, réaliser le progrès socio-économique de leur peuple, se projeter dans le monde avec ce référentiel pour conquérir le cœur et l'esprit d'autres peuples afin d'assurer le rayonnement international de leur pays, gagner la fidélité des peuples à leur cause, et ils sont défendus par des millions et des millions de ces fidèles dans le monde. Mais les Africains sont malheureusement n'ayant pas défini de référentiels pour eux-mêmes, sont influencés par les référentiels importés. Ce qui fait que on pleure pour la cause des Arabes, on pleure même pour des rêves que quelqu'un aurait eu il y a plus de 14 siècles. On pleure parce que tel pays est agressé ou tel dirigeant de tel pays a été exécuté et ce pays se trouve être notre référence idéologique en matière de religion. Pendant que nos peuples sont en train d'être massacrés pendant bientôt 2 décennies, tu ne verras pas un tel engagement, un tel souci, une telle préoccupation pour nos propres peuples. C'est la conséquence d'importer des référentiels étrangers dans notre pays. Donc l'Africain n'a pas de cause propre à lui-même pour laquelle il est prêt à mourir. Mais il meurt pour la cause des Arabes, des Occidentaux, parce qu'il a importé les référentiels de ces nations. Or, une nation forte n'importe pas sa doctrine. Il s'appuie sur sa propre doctrine pour dialoguer avec les doctrines étrangères, mais se fondant toujours sur sa propre doctrine. Je n'appelle pas ici à un rejet des doctrines étrangères, mais d'inscrire ces doctrines étrangères dans une logique politique intérieure que nous pouvons maîtriser et qui est dédiée à nos intérêts propres. Notre souveraineté dans le domaine spirituel, dans le domaine culturel, doit être de mise pour le rayonnement international de nos pays,
pour la sauvegarde de la souveraineté de nos pays. Et voilà la solution proposée par la révolution progressiste populaire de Burkina Faso, le manifeste de la révolution. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur ce manifeste. Le peuple du Burkina Faso, d'abord le préambule, camarades combattants. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Ça, c'est un extrait du discours de Thomas Sankara prononcé le 4 octobre 1984 à la tribune de l'ONU. Le préambule commence d'abord par apostropher le peuple du Burkina Faso. Peuple du Burkina Faso. C'est pour attirer l'attention des Burkinabés. Camarades combattants. On insiste ici sur l'idée du militantisme, l'idée de l'esprit combattant. Les combats pour la souveraineté, pour la dignité. Et on ouvre le préambule avec une citation de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Jusqu'à présent, il y a des Africains qui se font encore des illusions sur la mauvaise foi de ceux qui prétendent nous aider. Il y a des Africains qui croient toujours que notre sécurité dépend des forces occidentales que nous avons chassées de chez nous et qui ont fait des décennies sur notre espace, soi-disant pour nous aider à lutter contre le terrorisme, mais chaque jour que Dieu fait, le terrorisme montait en puissance. Nos armées s'affaiblissaient. C'est-à-dire, comme vous portez une chaussure, au lieu qu'elle augmente votre taille, mais chaque jour, c'est votre taille qui diminue. Si vous êtes digne, intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever cette chaussure pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais l'Africain continue de croire que son salut, sa sécurité, son développement viendrait soit de l'Occident, soit du monde arabe. Des gens qui nous ont colonisés pendant un siècle, pour les Occidentaux, pendant plusieurs siècles pour les Arabes, et après nos indépendances, ils nous ont soumis à des politiques criminelles, d'asphyxie et d'entrave de toute possibilité de développement et de progrès. Ils sont chassés il y a 5 ans. Il y a des Africains qui continuent de croire que notre salut dépendra de ces gens-là. Et Thomas Sankara dit que ces genres d'esclaves de chez nous, ils répondront seuls de leur malheur s'ils se font des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend les affranchir. Seule la lutte libère. Aucun peuple n'a été libéré autrement. Aucun peuple. C'est la lutte. Le Vietnam, un petit pays fait de paysans, a livré une bataille historique face à la première puissance mondiale, les États-Unis, pendant 20 ans, pour empêcher la partition de leur pays, Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Après 20 ans de lutte, ils ont réussi à préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale, et ils sont aujourd'hui indépendants. Seule la lutte libère. C'est ce que le Vietnam a démontré. Pour mettre fin à la colonisation, c'est ce que nos pères d'indépendance sous la houlette du RDA, Rassemblement démocratique africain, créé à Bamako en 1945, où il y avait les Félix Houphouët-Boigny, les Modibo Keïta, Mamadou Konaté et bien d'autres leaders panafricanistes, les peuples
les résistants à la pénétration coloniale. Les manifestes les rappellent d'ailleurs. Pour le Burkina Faso, il y a le guerrier Youssou Koté, qui est un résistant, qui n'a pas du tout courbé l'échine face à l'impérialisme, face à la colonisation. Il y a Mamadou Otam aussi, qui est une grande figure de la résistance, qui n'a pas courbé l'échine face à la colonisation française. Et pourquoi nous, descendants de ces grands guerriers, nous pouvons ne pas être dignes de ces grandes figures de la résistance, qui ont compris que seule la lutte libère, seule la lutte affranchit, seule la lutte octroie la dignité et le développement. Voilà ce que nous devons intégrer dans notre grille de lecture. On ne peut pas avoir l'indépendance ni la souveraineté dans la facilité. Certes, des difficultés, il y en aura toujours. Nous devons rester debout, faire preuve de résilience et ne pas du tout céder aux discours manipulateurs qui sont de nature à vouloir briser affaiblir notre potentiel, réduire notre morale, notre volonté de lutter, de croire à la victoire. Et voilà comment le peuple du Burkina se manifeste dans ce manifeste. Et volet diplomatique, la ligne directrice est là. Notre politique étrangère s'érigera sur le principe intangible du respect de notre souveraineté en privilégiant des partenariats stratégiques adaptés à un monde qui n'est plus bipolaire mais multipolaire. Dans ce nouvel ordre international, il s'agit de développer les relations équilibrées avec tous les blocs. Pour ceux qui disent que le Burkina s'est aligné à tel ou tel bloc, cela se trouve être démenti ici. Le Burkina s'est dit ouvert à tous les blocs, mais il y a des principes. Le respect strict de la souveraineté et la préservation des intérêts du peuple du Burkina Faso. C'est également la même ligne directrice que le Mali a définie, qui a désormais un ancrage constitutionnel. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple dans toutes sortes de décisions. Et le Burkina a clairement indiqué qu'il se défait de toute forme de coopération nuisible. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, ayant remarqué avec son gouvernement et le peuple du Burkina Faso aussi, l'ingérence de trop de la junte française dans les affaires intérieures du Burkina Faso, les manœuvres hostiles, les campagnes de diabolisation au niveau des instances diplomatiques contre le Burkina Faso, que ce soit à l'échelle de la France comme à l'échelle de l'Union européenne. Vous voyez que c'est le paravent de l'Union européenne que la France a utilisé à travers son terreau député pour produire un réquisitoire malveillant contre le Burkina Faso, mais un réquisitoire dépourvu de tout fondement. Ce sont des attaques politiques pour discréditer un acteur sur la scène internationale, le Burkina Faso notamment, et pour essayer de justifier les choix de la France, les politiques agressives de la France contre le Burkina Faso, et éventuellement ouvrir la voie à une possible agression ou même l'adoption des sanctions contre le Burkina Faso et d'autres politiques hostiles. Bon, comment continuer à tolérer un tel État? Quel est l'intérêt ou l'utilité de maintenir des relations diplomatiques avec un tel acteur étatique? Je pense que ce que le terreau-député a dit sur le terrorisme, admettons même qu'il y a le terrorisme au Sahel, il y a des massacres au Sahel, mais qui sont derrière ces terroristes? Les États du Sahel ont collecté toutes les preuves matérielles pour saisir le Conseil de sécurité de l'ONU et demander l'ouverture d'un débat
pour confondre la France à l'ONU quant à son soutien au terrorisme qui sévit au Sahel. Jusqu'à présent, la France refuse que ce débat ait lieu. Le Conseil de sécurité aussi, largement dominé par la France, les États-Unis et l'Angleterre, font des manœuvres pour empêcher la tenue de ce débat. Je pense que le terreau-député, s'il était sincère, s'il était réellement, s'il avait une compassion pour les victimes du terrorisme, pour les droits de l'homme, il aurait exigé de Macron d'accepter ce débat pour qu'on puisse voir, est-ce que réellement c'est la France qui est derrière ce terrorisme? Est-ce que c'est la France qui soutient le terrorisme au Sahel? Maintenant, il ne parle pas de ça, on préfère même mettre le curseur à un autre niveau. On vient maintenant prendre les victimes de ce terrorisme, que sont les États du Sahel, comme des diables, des coupables, c'est-à-dire une propagande tendant à inverser les rapports agresseur-agressé. Donc l'agresseur devient un humaniste, quelqu'un qui est tellement attaché aux droits de l'homme, quelqu'un qui est tellement préoccupé par les conséquences du terrorisme au Sahel. Et maintenant, c'est la victime, l'État agressé qu'on présente comme le bourreau, comme le... Vous voyez cette hypocrisie internationale. La logique voudrait que le terreau-député, face à ces accusations contre la junte française, il aurait dit, ah, il faut que l'Union européenne, si le Conseil de sécurité de l'ONU n'interpelle pas la France pour que ce débat ait lieu, pour que les États du Sahel amènent leurs preuves sur l'implication de la France dans le soutien au terrorisme au Sahel, ah, il faut que l'Union européenne, à son niveau, organise un tel débat sur la responsabilité de la France dans le déclenchement et le soutien au terrorisme dans l'espace du Sahel. Il ne le fait pas. C'est là où vous allez vous rendre compte de la supercherie. Or, toutes les preuves matérielles existent pour établir le soutien clair, actif de la France aux organisations terroristes qui sévissent aujourd'hui dans l'espace du Sahel. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que la démarche de l'Union européenne, la démarche de la France relève de l'hypocrisie, de la supercherie et du blanchiment du crime de terrorisme. Parce que de ces accusations politiques contre le Burkina, le Mali et le Niger ont pour objectif d'occulter les vrais acteurs du terrorisme, d'occulter la responsabilité des parrains du terrorisme, des financiers du terrorisme, des grands stratèges, les commanditaires du crime, pour occulter les responsabilités et jeter la faute politique sur les États du Sahel qui sont victimes de ce terrorisme international soutenu par la France. Et voilà ce que je voulais brièvement vous expliquer, parce que le temps, je suis très occupé aujourd'hui, durant d'ailleurs toute cette semaine et la semaine aussi qui va suivre, parce que j'ai quitté le Burkina Faso, Ouagadougou, je participe à un séminaire qui va durer 2 semaines sur la situation sécuritaire au Sahel, la situation sécuritaire et géopolitique au Sahel. Je viendrai plus tard vous expliquer aussi cela. Ça fera l'objet d'une autre communication. Et je vous salue tous, que ce soit à Niamey, à Bamako, à Ouagadougou. Je vous aime très bien et on est toujours ensemble. Félicitations et bravo à nos camarades de la BIRC du Burkina Faso que je salue ici, qui m'ont invité avec grand honneur, qui m'ont accueilli avec honneur, avec considération. Et les camarades de Ouaya aussi, les autorités du Burkina Faso qui ont bien voulu aussi m'accueillir avec honneur. Surtout la diaspora du Burkina Faso. Moi, je continue de recevoir des cadeaux venant des Burkinabés. J'en suis très fier. J'ai eu beaucoup de cadeaux venant de mes frères du Burkina Faso. Jusqu'à présent, on continue de m'envoyer même
étant hors du Burkina Faso. Franchement, vous m'avez gâté, hein. Vous m'avez gâté et c'est que les Maliens craignaient et risquent d'arriver parce que, franchement, Burkina, là, je risque de déménager là-bas. Inch'Allah. Donc, salut à tous. Merci et bonne soirée.